Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez Le Québec en quarantaine. C'est la deuxième saison de mon podcast qui s'intitule Dans le franc des yeux, où on revisite l'histoire du Québec sous une loupe impérialiste britannique et de domination mondiale, borderline complotiste, pour ne pas le dire, bien sûr. Si ça vous cause un problème, cet angle-là d'analyse du monde, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écouter ça non plus. Hein? Votre univers de licorne dans lequel les complots n'existent pas et le monde est seulement dirigé par des personnes avec le bien commun en tête de façon totalement transparente. Si c'est ça qui mène votre vie, que vous aimez ça être bien au chaud avec votre Netflix et vos pantoufles en spandex, eh bien, vous pouvez continuer et ne pas entrer dans cette série, évidemment. Pour ceux qui sont curieux, peut-être qui ont soif d'un peu plus de vérité, qui n'ont pas été satisfaits de la version moderne, classique de l'histoire dont ils ont été abreuvés dans le système scolaire et dans leur éducation générale, sans prétention de vous dire que c'est toute la vérité et juste la vérité qu'il y aura dans cette série d'épisodes, bien sûr, eh bien, on vous invite à vous joindre à nous. Nous, ici, on retourne dans le passé présentement pour une section de 2 épisodes sur la rébellion des Patriotes au 19e siècle au Bas-Canada et aussi un petit peu au Haut-Canada, mais on va focuser bien sûr sur ce qui s'est passé au Québec. Avant de lancer l'épisode, merci d'être ici et d'investir votre énergie, votre temps précieux sur un sujet qui est assez sérieux quand même, puis qui est légèrement technique, rempli de données en termes historiques. C'est pas donné à tout le monde de décider ou de bloquer du temps dans leur vie pour comprendre des choses par les années qui courent de façon aussi longue là, en termes de longueur d'émission, de vidéo ou de balado. Donc, merci beaucoup. Bien sûr. Donc, pour votre décision personnelle et volontaire de rester avec moi et mes invités. C'est une série chronologique, je veux le rappeler bien sûr à chaque épisode. Donc, commencez, si vous êtes capable, à l'épisode 0. Ensuite de ça, passez à l'épisode 1, 2 et 3 aujourd'hui. Vous allez voir la présentation des invités, la thèse générale, l'acte de Québec de 1774 et on passe ensuite de ça à la rébellion des Patriotes sur 2 épisodes. Donc, je vous invite à toujours visionner le tout de façon chronologique, mais si jamais vous avez envie de sauter directement dans ça pour dire, moi, checker si ça me tente, après ça, je regarderai les autres, hey, pourquoi pas, why not, comme on dit. Mon deuxième invité s'appelle Pascal Chevrier. Il sera avec nous pour cet épisode et le suivant dans cette section sur les rébellions des Patriotes de 1837 et 38. On parle beaucoup de la situation plus large, donc avant que ça éclate, si on veut, spécialement donc aux États-Unis et les liens avec la politique anglaise et les autres foyers d'indépendance nationaux ailleurs dans le monde. Donc, cet épisode-là, le premier, va vraiment être une mise en contexte large sur qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qui a soufflé sur les braises de la rébellion des Patriotes avant au niveau là, géopolitique et au niveau rébellion plus international, donc au niveau des révolutions partout dans le monde. Parce que le Québec, bien sûr, c'est juste une parcelle de la terre dans ce royaume que nous habitons, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, alors le Québec en quarantaine, rébellion des Patriotes, première partie avec le professeur d'histoire Pascal Chevrier. C'est parti, bon show. Aujourd'hui, on se transporte suite à notre conversation fascinante avec Matt Ehret dans l'univers de Pascal Chevrier ici, qui va nous parler de quoi? De la révolution des Patriotes du Québec. Je voulais qu'on parle de ça avec un peu plus de focus et d'insistance parce que quand j'ai découvert les recherches de Pascal, j'ai trouvé que sa vision avait vraiment une bonne résonance avec les travaux de Matt Ehret. D'ailleurs, c'est par Matt que j'ai découvert Pascal, bien sûr. Pascal a fait une présentation à la Rising Tide Foundation il y a plusieurs mois. Et évidemment, ça résonnait avec la vision que j'ai essayé de rassembler dans la série Le Québec en quarantaine aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va se repositionner donc dans l'histoire, encore une fois, dans les années 1800. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui a donné naissance à la Révolution des Patriotes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a retiré ça en termes de conscience collective au Québec, comment on vit ça dans nos temps modernes et qu'est-ce que les recherches de mon invité ont pu peut-être découvrir ou en tout cas, à tout le moins, amener avec une position un peu différente de qu'est-ce qu'on connaît dans l'ère moderne sur cette révolution-là ici et l'histoire, le legs en fait que ça nous a laissé en tant que population pour voir un petit peu quels sont les parallèles qu'on peut faire plus largement avec la place géostratégique du Québec dans l'histoire du monde, mais bien sûr du développement de l'Occident versus l'Orient et la question des empires avec les deux systèmes politiques que vous commencez, j'imagine, à comprendre un petit peu qu'on a développé avec Matt depuis le début jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça va être une belle parenthèse de 2 épisodes qu'on commence aujourd'hui pour ensuite continuer dans la chronologie historique avec Matt et plus tard, on va revenir avec notre invité Rénald Rouleau également pour compléter le tout. Alors maintenant, on ressaute dans l'histoire chronologiquement à la Révolution des Patriotes. Et sans plus attendre, je vous présente mon invité, Pascal Chevrier. Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui, mon cher? Ça va très bien. Salut Gab. J'espère que toi aussi, ça va bien. Ça va extrêmement bien parce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Alors, au moment où est-ce qu'ils vont écouter cette série-là, j'ai l'impression qu'on va être rendu pas mal au mois d'avril, peut-être à la mi-avril, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus même. Mais présentement, au moment d'enregistrer, on est plutôt au début mi-mars. On est le 12 mars présentement 2022. Puis Pascal, avant de commencer, je veux te remercier pendant l'épisode. Je t'ai remercié avant, mais te remercier d'être là parce que ça fait, honnêtement, je pense que ça fait presque un an et même plus qu'un an que moi, j'ai l'idée en tête de faire ça. J'ai communiqué avec toi, avec Matt, pendant des mois avant pour dire, ça te tente dessus, tout ça. Puis ça a été long avant que ça se concrétise. Fait que le 12 mars 2022, on y est finalement aujourd'hui. Fait que je veux te dire merci du fond du cœur d'être là pour nous, puis pour essayer d'aider un petit peu les gens à avoir une autre façon de comprendre un peu notre histoire collective au Québec. Fait que je veux juste te dire merci en commençant d'être là, Pascal. C'est super cool. Merci beaucoup, Gab, de m'avoir invité. Et puis, j'espère que c'est ça, ça va être une conversation intéressante pour tout le monde pour écouter ça. Ceux qui vont tomber sur ton podcast, j'espère qu'on va amener des choses intéressantes et puis peut-être une nouvelle vision de voir l'histoire du Québec, justement. Yeah, certainement. Puis, écoute, on va quand même sauter assez vite dans le matériel parce que, comme j'ai dit tantôt, on a déjà fait une intro qui était super intéressante puis bien détaillée sur ton parcours et tout ça aussi avant, puis sur la genèse un peu de pourquoi je voulais faire ça ici. Écoute, en commençant, moi, ce que j'aime faire dans les épisodes un petit peu avec Matt et tout ça, je veux aussi que les gens qui écoutent le show, ça va être plus tard, là, comme je te disais, en avril, peut-être qu'il y en a qui vont écouter ça en mai, peut-être même en 2023, je ne sais pas, ou dans le futur. Mais ce qui est le fun, c'est que là, présentement, on est dans une période fascinante de ce qui se passe partout. Les choses bougent beaucoup. Pour les gens qui écoutent ça plus tard et qui ne savent pas, ça fait 2 semaines à peu près, peut-être un petit peu plus, qu'on vit la situation Russie-Ukraine présentement. On est passé du monde pandémique au monde guerre mondiale ukrainienne, russo-ukrainienne potentielle. Là, c'est le spin médiatique là-dessus qui roule à fond depuis 10 jours et plus. Fait qu'écoute, avant qu'on commence, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu juste 1, 2, 3 minutes rapidement, un peu comment tu te sens présentement dans ce qui se passe au niveau de l'actualité. Et puis, je t'ai pas parlé de ça avant, mais je veux te prendre un peu à brûle pour point, puis voir un peu, est-ce que tu trouves que la perception historique un peu qui est amenée par des gens comme toi, Mathieu, et tout ça, sur l'évolution du monde présentement, puis qu'est-ce qui se passe là, en mars 2022, est-ce que tu trouves que tes recherches et puis, la vision un petit peu que j'essaye d'apporter avec le truc, est-ce que tu vois des liens entre l'actualité et puis un peu l'histoire plus large qu'on essaye de mettre en valeur que j'essaye en tout cas tout le monde de mettre en valeur avec cette série-là? Puis, qu'est-ce qui te fait, à quoi tu penses ces temps-ci, ce qui se passe dans le monde là, plus largement? Certainement. C'est sûr que la situation là, en ce moment qui s'est développée dans les dernières semaines, là, il y a toute une genèse à ça aussi. Et puis, pour ceux qui auront suivi depuis 2014, quand il y a eu les événements, là, la révolution au Maïdan, là, qu'on a appelé, et puis même avant ça, là, depuis le début des années 2004-2005, il se passait beaucoup de choses en Ukraine.
Il y en a peut-être qui n'avaient aucune idée de ça, et puis là, ils se retrouvent avec toute la situation. On voit dans les médias là, qui nous poussent beaucoup à prendre un côté ou l'autre, là, mais c'est surtout ici en Occident, ben, il faut être contre le régime autoritaire de Vladimir Poutine. Donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, avec le message de nos médias. Pas spécifiquement depuis 2 semaines, mais depuis plusieurs années, voire décennies. Donc, je sais que, et là, on va parler d'histoire, donc quand on recense les événements, souvent, ben, ça nous prend plusieurs années avant de découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et puis là, je trouve que là, en ce moment, on n'a pas vraiment, hein, ceux qui nous parlent en ce moment, ils nous parlent pas vraiment d'histoire tant que ça. Ils nous relatent des événements quasiment la minute par minute, là. C'est l'effet CNN. Donc, Ouais. on essaie, c'est ça, hein, on nous donne plein de messages, puis on nous garde scotché à la télé ou aux informations le plus possible avec le même en boucle. Mais c'est ça, on va peut-être savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans plusieurs années. Et puis, c'est ce qu'on voit dans l'histoire, là. Là, aujourd'hui, on parle de la Russie qui a envahi l'Ukraine. Mais c'est ça, la même chose quand on regarde l'épisode du Golfe du Tonkin à l'époque avant le début de la guerre du Vietnam, hein, ce qui a lancé la guerre du Vietnam, l'intervention américaine là-bas. Ben, voilà, là, on sait qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et puis, disons que ça jette tout un autre, disons, une autre vision, un autre sens, une autre couleur là, à cet épisode-là. Donc, moi, je j'ai pas beaucoup de commentaires à faire, sinon que justement, ben, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est dur à dire. Mais il y a une semaine, ben, on nous disait qu'il n'y avait pas de laboratoire biologique là, de haute sécurité, de haut niveau en Ukraine. Et puis là, dans la dernière semaine, on a appris qu'il y en avait. Donc, il y a des choses comme ça qu'on apprend, on dirait justement, c'était pas vrai, c'était une théorie conspirationniste il y a une semaine, il y a à peine une semaine, et puis là, la sous-secrétaire aux Affaires étrangères américaines a dit en réponse à je pense que c'était le sénateur Rubio, lui a dit que oui, dans le fond, il y en a. Donc là, on apprend des choses comme ça qu'on n'était peut-être pas censé savoir. Bribe par bribe. Donc, on n'en sait pas encore beaucoup. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Nice. Ben, c'est super intéressant. Puis j'aime ce que tu as amené au début, l'idée de rester scotché en avant de l'écran des nouvelles et tout ça, l'espèce de feed continu d'informations, mais du moment, puis c'est comme l'espèce de manque de perspective qu'on n'a pas, qu'on va essayer d'amener aujourd'hui sur l'histoire ici, la Révolution des Patriotes, mais comme tu dis, qu'on va voir juste probablement plus tard un petit peu sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Fait que c'est super intéressant. Puis le dernier point que tu as amené, c'est drôle parce que c'est la même histoire que pour faire le parallèle covidien, là, si on veut, c'est la même chose qu'avec la pandémie. Je veux dire, en avril, mai, je pense que c'est mi-fin avril, je me souviens plus exactement. Là, moi, je faisais un autre projet l'année passée de balado qui j'avais appelé ça Cosmocalypse. C'était genre un mélange entre cosmos et apocalypse. J'appelais ça, parce qu'apocalypse, ça veut dire la levée du voile là, dans l'étymologie. Là, fait que là, j'avais appelé ça lever le voile sur le cosmos. Puis j'avais fait des vidéos sur un gars qui s'appelait Brett Weinstein, qui est un biologiste évolutif américain qui est super intéressant. Puis où est-ce que lui parlait dans ce temps-là, on va bifurquer sur notre truc, mais le parallèle est le fun parce que déjà au mois d'avril, mai 2020, il lui disait, ben écoute, on ne peut pas scientifiquement mettre de côté tout de suite l'idée qu'il pourrait avoir, mettons, un virus qui a été fait échapper d'un laboratoire, mettons, de Wuhan. Lui, il disait ça, il disait scientifiquement, il faut le garder. On peut dire, OK, il y a peut-être juste 2% ou 1% de chance que ce soit ça, puis la vraie théorie zoonétique, c'est probablement la majorité, la vraie réalité. Mais faut qu'on le garde, puis là, mais lui, il se faisait attaquer comme étant
flirtant avec les complotistes, flirtant avec les théoriciens de la conspiration, puis étant dangereux, etc. Puis, comme de fait, 6 mois plus tard, là, après ça, dans les médias, il nous parlait que finalement, ouais, tout le discours a tout changé. Tu sais. Bon, finalement, il y a comme autre chose qui s'est développée après, que moi, je suis plus adepte de la troisième voie, mais ça, c'est une autre discussion. Mais c'est le fun de voir que là, ça a comme été beaucoup plus rapide, là, comme tu as dit. Tu sais, c'est comme si là, il y a un gros narratif. Puis là, en 3 semaines, la dernière semaine, ça a comme flippé, tu sais. Fait que c'est comme si même ça s'est accéléré. À la place d'être 3 mois ou 6 mois, ça a été comme 3 semaines, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le discours médiatique versus les switches d'opinion publique, puis les gens qu'on démonise tout à coup, oups, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il y a comme une patate chaude parce que ceux qui disaient qu'il y avait des biolabs en Ukraine, il y a comme 10 jours, ben là, sont là, tu sais, mais là, les gens, ils ne peuvent pas dire vous aviez raison parce que c'est des complotistes. Fait qu'il y a comme une division sociale qui est étrange présentement. Fait que je ne sais pas s'il y a autre chose que tu veux rajouter là-dessus ou tu es prêt à sauter dans l'histoire, Pascal? Ben, en général, là, c'est sûr que ce que je dirais, c'est que qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que là, il y a une population en Ukraine qui est prise en otage. Là. Mais ça, tu sais, c'est la situation qui a évolué depuis justement quand on parlait de Maïdan en 2014, quand on parlait avant les autres révolutions de couleur qui ont eu lieu. À la fin, l'Ukraine est comme partagée entre deux. Hein. C'est vraiment est prise à la limite de l'Europe, puis justement à la frontière de la Russie. Puis là-dedans, c'est dommage que justement ça soit eux qui payent le prix, en fait, pour des politiques qui ont été décidées hein, à Washington, à Londres, à Paris ou à Ottawa. Là. Donc, ça, c'est quand même... ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis je considère que c'est quand même une crise là, quand il y a la guerre. Ouais. Mais de là à pointer du doigt Poutine ou un autre pour qu'est-ce qui est en train de se passer, je pense que ça aurait eu lieu d'une façon ou d'une autre. Bientôt ou je sais pas dans quel là ça s'est passé maintenant, donc on est en train de le vivre. Alors, il y a des décisions, puis c'est comme ça avec les humains. On peut pas nécessairement tout le temps prévoir et puis dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est ça. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que c'est ça. Ceux qui payent le prix en ce moment, c'est le peuple ukrainien pour des décisions qui, à mon sens, de mon côté, vraiment ont été prises plutôt du côté de l'Occident, de jouer avec eux et puis les inviter à rejoindre l'OTAN, les inviter à joindre l'Union européenne et puis finalement de pas vraiment le faire, tout le temps garder comme un genre de pion, donc jouer avec eux et puis moi je trouve que c'est ça qui est le plus dommageable pour nous en Occident, c'est de faire des jeux de passe-passe comme ça pour nos intérêts politiques, nos intérêts financiers. C'est ça qui est triste. Yeah, je suis tellement d'accord avec toi, parce qu'en bout de ligne, c'est toujours la population qui paye, peu importe la population, qu'elle soit ici, qu'elle soit au Moyen-Orient ou qu'elle soit dans l'Europe de l'Est là, ou en Asie. C'est toujours la population qui paye pour les jeux de pouvoir en haut. Puis, c'est ça, les gens font les frais des gros intérêts. Puis, c'est vraiment toujours triste. T'sais. Moi, je suis le premier à être le plus pacifiste possible. T'sais. Et puis, on ne veut jamais la guerre. On ne veut jamais la guerre tant que tu peux l'éviter. Puis, mais là, c'est ça. Vient toujours la question de à quel moment est-ce que la violence devient morale ou légitime en termes de légitime défense et que ça peut respecter même les lois naturelles, là, je te parle de mon opinion personnelle ici, parce qu'à un moment donné, quand il y a des pressions qui viennent trop fortes, là, si jamais tu restes pacifique, là, ça fait que tu te fais plus de mal à toi que si tu résistes aussi. Et puis là, quand les frontières avancent d'un côté, qu'est-ce que tu fais? Là, ça devient une décision qui peut être rendu motivé. Puis j'aime beaucoup parce que là, c'est intéressant parce que dans la chronologie de notre série ici aujourd'hui, on fait une grosse parenthèse, mais ça peut être intéressant pour les gens. J'ai déjà enregistré des épisodes avec Matt quand la guerre ukrainienne avait commencé, mais que je vais diffuser après l'épisode d'aujourd'hui dans la série Le Québec en quarantaine. Fait que Matt a déjà mis une image intéressante que j'aimais, puis que tu viens juste
de dire dans tes mots, lui, il parlait en anglais une espèce de nouveau Iron Curtain, qui s'est comme un peu déplacé vers la Russie. Puis c'est un peu ce que tu parlais, l'avancée un peu Occident. Puis encore une fois, juste pour finir l'image, donc que les gens comprennent, donc même il y a comme une division à l'intérieur de l'Ukraine qui est comme une espèce de nouvelle Allemagne. Là, je dis ça grossièrement, mais c'est un petit peu ça. Entre l'Est et l'Ouest, c'est comme un peu le nouveau mur qui s'est fait là, qui a été poussé sur la population ukrainienne qui en fait les frais, qui est divisé entre leur appartenance historique culturelle à la Russie d'un côté et puis l'espèce de nouvelle de société occidentale culturelle imposée de l'autre, qui finalement les gens à l'intérieur ont aimé aussi ça. Fait qu'il y a des gens qui de bonne foi appartiennent aussi à plus à une culture occidentale. Fait que, c'est jamais noir ou blanc, d'un côté, c'est toujours gris, mais il y a toujours des factions qui s'opposent. Puis là, il y a comme une scission à l'intérieur de ce pays-là présentement qui est pas tenable, puis qu'il faut régler ça. Puis là, c'est là que ça se passe. Puis malheureusement, la population en fait les frais. Fait que merci pour tes mots là-dessus, Pascal. Super intéressant. Écoute, comme tu as dit, on aura la perspective un peu plus tard sur qu'est-ce qui se passe réellement, mais l'image est très bonne. Puis là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir de la perspective sur qu'est-ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans, 150 ans potentiellement ici en Occident, en Amérique du Nord, au Québec, avec la révolution des patriotes de 1837 et 38. Fait qu'écoute, on va sauter dans l'histoire. T'es prêt à retourner la machine à voyager dans le temps? Oui. Allons-y, mon cher. Je ne sais pas exactement, comme je t'ai dit, moi, je ne voulais pas que tu te sentes pressurisé de préparer trop de choses. Je voulais qu'on y aille à la bonne franquette, qu'on jase. Moi, je veux que les gens juste aient une image générale un peu d'une version de l'histoire un peu plus étoffée, un peu plus différente, un peu plus nuancée de qu'on s'est fait servir dans le système d'éducation classique, puis qu'est-ce qu'on retient dans la conscience collective de la Révolution des patriotes. Fait que j'ai envie de te dire, peut-être pour commencer, mais sens-toi à l'aise d'amener ça où tu veux, bien sûr, Pascal. J'aimerais ça peut-être qu'on commence avec un peu, avant que tu fasses tes recherches, puis juste moi, en tant que gars normal, qu'est-ce que moi, je connaissais de la Révolution des patriotes? Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui s'est questionné sur l'histoire du Québec tant que ça avant, il y a comme 5 ans à peu près, là, tu sais. Fait que ça fait... Moi, j'étais juste quelqu'un normal qui avait les drapeaux, c'est mélangé avec la Saint-Jean, ça a l'air cool, c'était patriotique au Québec, ça avait un rapport avec la souveraineté, mais tu sais, Guillaume Tell, OK, c'était tout mélangé un peu, mais je voyais qu'il y avait l'air d'avoir de quoi d'intéressant, ça avait l'air cool, les patriotes, OK, bon, ils se sont battus pour le Québec, ils ont essayé, ça n'a pas marché, puis là, après ça, les référendums après, mais tu sais, j'avais jamais quelque chose de précis en tête avant vraiment de dire, bon, là, il faudrait que je connaisse mon histoire un peu plus, Fait que, avant que tu t'intéresses un peu à tout ça, Pascal, qu'est-ce que tu avais en tête, toi, de la Révolution des patriotes? Puis parce que tu es un gars, toi, qui a étudié l'histoire, on a notre épisode d'introduction qui a parlé un peu de qui tu es, toi. Toi, tu étais clairement un gars qui s'intéressait plus à l'histoire que quelqu'un comme moi. Donc, qu'est-ce que tu retenais de tes études de l'histoire avant de faire tes recherches de la Révolution des patriotes? Tu sais, un peu, c'était quoi le discours que tu avais en tête, le mainstream peut-être de la Révolution des patriotes, avant que tu aies poussé la réflexion? Oui. C'est une bonne question. J'avoue que je me rappelle plus exactement. Au secondaire, en tout cas, si je regarde là, par année, tout ça, c'est un peu vague dans ma tête, ce que je me rappelle il fallait étudier pour avoir une bonne note parce que l'examen du ministère, tout ça. C'est sûr que j'aimais déjà beaucoup l'histoire à ce moment-là, mais j'avais moins... J'avais pas encore, on est au secondaire, on est encore jeune, on commence à se développer, c'est sûr, de plus en plus, mais c'est ça, mon identité, disons, au niveau politique, les choix à faire pour le futur, c'était pas aussi clair, hein. Donc, j'avoue que c'était comme une belle histoire, comme tu dis, tu sais, c'était quelque chose d'intéressant, les patriotes, ah oui, tu as un sentiment d'appartenance nationale, une lutte pour des revendications, surtout face à une injustice venant d'un gouvernement qui écoute pas la population, qui remet toujours à plus tard des évolutions, des changements qui pourraient avoir lieu, qui sont populaires, que tout le monde veut, en fait. Donc ça, c'est un petit peu là, ce que je me rappelle de ce que mes enseignants m'avaient dit à l'époque, mon enseignant. Puis après ça, c'est sûr,
Pendant quelques années, j'ai pu trop penser à ça. Mais effectivement, après ça, j'ai recommencé à faire des recherches et j'ai commencé à lire un petit peu plus sur le sujet. Euh, Puis c'est ça, d'une période à l'autre, je sautais des fois. Hein, on lit sur une période historique, ça nous intéresse pendant un moment, après ça, on saute à une autre, on revient, on repart. Puis c'est encore, comme je t'ai dit plus tôt avant l'émission, ben justement, on dirait que j'ai jamais terminé vraiment d'apprendre sur le sujet. C'est toujours quelque chose que j'essaie de pousser le plus possible. Mais c'est ça, j'ai pas. Là, je me sens un peu. J'ai pas encore fini de lire tous les livres que je voulais lire sur le sujet. Donc, je suis sûr que je vais encore apprendre des choses. Puis là, je vais me dire, ah ouais, j'aurais aimé ça pouvoir mettre ça dans l'épisode avec Gab. Et finalement, ben, écoute, tant pis, peut-être pour une prochaine fois. Mais c'est tout le temps en évolution. Puis c'est tout le temps, moi, je trouve que c'est vraiment un épisode de notre histoire, là. Si tu parles au Québec, au Canada. Je trouve qu'au Canada, justement, du côté du reste là, du Canada, Canada anglais, surtout, c'est un épisode qui est pas reconnu à sa juste valeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, justement, on a un décalage entre qu'est-ce qui se passe au Québec, notre façon de voir les choses, et puis le reste du Canada, disons plutôt l'héritage de leur côté, là, comment ils voient la politique. Je pense que ça, c'est nécessaire. Puis c'est pour ça que j'avais fait la présentation à la Rising Tide Foundation. C'était pour en parler avec, je suis en plus, un public anglophone et international. Donner une idée, dans le fond, de qu'est-ce qui s'était passé à des gens qui en ont peut-être jamais entendu parler. Puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que jusqu'à aujourd'hui, euh, peu importe ce qui se passe là, dans notre politique, on dirait que faut tout le temps, on retourne toujours à ce qui s'est passé en 1837-38 avec la rébellion des Patriotes. Donc, c'est quelque chose, c'est un épisode qui, je pense que c'est Gilles Laporte aussi, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet, là, qui est vraiment passionné aussi de cette époque-là, là, des événements des années 1837-38. Je pense que c'est lui qui le disait en conférence aussi, qu'on n'a pas encore tourné la page. Il y a encore, il faut toujours qu'on y retourne, puis on n'a pas terminé, c'est pas résolu comme situation. Donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus là. Nice, nice. Ben, c'est super. Je pense que tu as super bien mis la table, Pascal. Fait que, écoute, allons-y. Fait que commençons peut-être avec juste ce point-là, écoute, que tu viens d'amener, juste pour faire peut-être un bref survol historique de la question. Donc, c'est quoi l'importance, en fait, de cette période-là, selon toi, dans le peuple québécois aujourd'hui, puis peut-être même plus largement avec l'international? Pourquoi d'ailleurs tu voulais que les gens à l'international peut-être réfléchissent à ça pour la première fois ou qui comprennent un peu qu'est-ce qui s'était passé ici selon tes recherches et puis juste dans l'importance du développement de l'Amérique du Nord, de l'Occident. Puis je veux aussi que les gens gardent en tête, hein, on établit, si vous écoutez la série, qu'on travaille aussi avec la vision empirique, donc pas empirique dans le sens scientifique, mais dans le sens des empires, du développement et aussi des deux systèmes entre la Révolution américaine et l'importance donc du territoire britannique nord-américain où le Québec se situait à l'époque. Et il faut se rappeler que dans le temps, le Canada, c'était le Québec principalement aussi. Donc, nous autres, c'était l'Amérique française aussi du Nord avant toute la conquête. Où, après, il y a eu la conquête et puis après ça s'est dilué dans le temps. Fait qu'il faut aussi se rappeler chronologiquement les faits. Donc, c'était nous autres qui étaient là dans ce temps-là. Je dis nous autres, pas par racisme ethnique, mais c'était factuellement ça. C'était les Canadiens français qui étaient là en majorité. Donc quelle était, donc, selon toi, l'importance de cet événement-là, en gros, si on peut résumer ça en comment ça a façonné l'histoire? Oui, ben, t'as bien établi ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, moi, quand j'en parle à mes élèves, l'histoire qu'on fait, justement, ben, après la conquête, c'est vraiment, puis après les événements, là, la rébellion, euh, je mets l'accent sur le fait que, ben,
on appelle ça le Canada aujourd'hui. Là, je l'ai dit auparavant aussi, le terme Canada. On dit que c'est le Canada, on parle de l'entité politique, le pays comme le Canada. Et moi, je trouve que le terme le mieux adapté, puis ben, en fait, légalement parlant, il est là aussi, c'est réellement ça. Mais on devrait parler plutôt d'Amérique du Nord britannique. Parce qu'en fait, quand on regarde les documents, le document de 1867, là, ce qu'on appelle la Constitution, ben c'est vraiment ça. C'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et c'est ça qui constitue, là, qui a été le début de ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Donc, moi, c'est vraiment le terme que j'emploie plus parce que, ben, justement, je pense qu'on n'a pas vraiment compris encore qu'est-ce que ça implique qu'on soit l'Amérique du Nord britannique. Et comme tu dis, ben justement, l'idée, c'est de voir ben, quelle influence, par exemple, a eu la Révolution américaine, la Révolution française. C'était quoi les idées qui mijotaient dans la tête des Canadiens français, les bas canadiens à l'époque? Qu'est-ce qui leur trottait dans la tête justement au moment où ils ont décidé de prendre les armes, ou en tout cas la bataille déjà parlementaire qui avait lieu avant, pendant des décennies? C'était quoi qui les inspirait? Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment? Et puis, ben, c'est ça, d'où venait, quelle influence avaient justement ben, les événements, la Révolution américaine sur eux. Alors ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Si on ne parle pas de ça, ben là, on n'est pas vraiment, on n'est pas dans le réel. On est en train c'est plutôt vaporeux, là, c'est dans les airs. Mais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, on a encore l'Amérique du Nord britannique. Et puis, je trouve que on le voit d'autant plus dans nos institutions pour faire un lien avec l'actualité. Ben justement, tu as parlé, il me semble que tu as parlé du convoi des camionneurs. Peut-être, il me semble qu'on en a parlé en tout cas. J'en ai pas parlé dans l'intro, mais c'est bon que tu l'amènes parce que, tu sais, sans vouloir t'interrompre, le cycle médiatique est continu depuis longtemps. Tu sais, ça a été pandémie, pandémie, pandémie. Après ça, whoop, là, il y a eu le bout du convoi des camionneurs. Puis là, j'ai enregistré des épisodes avec Matt pendant le convoi, où est-ce qu'on en parlait un petit peu, que je vais diffuser aussi, je pense, après. Puis là, après ça, il y a eu retour pandémie, Omicron un petit peu, mais puis là, après ça, whoop, Ukraine. Tu sais, puis là, c'est comme. C'est vraiment, on est tenu en haleine là-dessus. Et puis, fait que la question du convoi a été super intéressante pour le côté Union canadienne, tu sais, puis ce que ça représentait. Pour moi, c'était tellement, pas amour-haine, mais tu sais, mi-figue, mi-raisin, parce que c'était tellement beau d'un côté. Puis je ne sais pas si tu partages cette vision-là, mais moi, j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'il y a un côté qui surpassait pour moi les divisions là-dessus. L'unité. Tu sais, pour moi, c'était canadien, mais c'était pas canadien. Le Canada, c'était l'unité humaine, tu sais, au travers de ça. Pour moi, qui était beau, qui me faisait, moi, un rappel des années contre-culturelles, révolution contre-culturelle des années 60-70, la révolution hippie. Pour moi, il y avait toute une beauté là-dedans aussi qui était là-dedans. Avant qu'on comprenne aussi le côté négatif, tu sais, puis après ça devient destructeur. Tu sais, puis là, en même temps, là-dessus, le renforcissement peut-être de l'unité canadienne au travers de quelque chose comme les camionneurs, c'est comme un renforcissement britannique en même temps. Tu sais, fait que là, il y a comme un côté étrange. Là. Je ne sais pas si tu allais là, mais pour moi, c'était comme un peu, il y a comme un genre de double roue qui grince au travers du convoi. Fait qu'en tout cas, excuse-moi, je t'ai comme volé ta patate de la bouche. Je te laisse continuer ton idée. Oui, ben, ce que je voulais apporter avec l'exemple des camionneurs, c'était que justement, on a eu des gens donc qui se sont mobilisés et puis qui sont allés tenter, dans le fond, d'une certaine façon, de pétitionner le gouvernement fédéral à Ottawa. Ils ont décidé, ben, on va aller manifester là et puis on va essayer de faire entendre nos voix par nos représentants parce que, ben, au niveau des provinces, il n'y avait pas d'écho. Donc, ils se sont décidés à dire, ben, coudonc, le Canada, en gros, c'est géré d'Ottawa, n'est-ce pas? Donc, on va aller au gouvernement central, on va aller essayer de parler avec nos représentants au plus haut niveau. Et puis, dans le fond, ils se sont fait servir une fin de non-recevoir. Non, on ne vous parlera pas. Vous pouvez rester là, puis, ou en fait, repartez chez vous. On a vu que vous étiez là, mais ça ne nous fait pas broncher d'un pouce.
vous pouvez repartir, on n'a rien à faire avec vous. Puis ils ont été vraiment... Moi, au début, je ne savais pas. J'écoutais les médias comme tout le monde et puis je me posais des questions par rapport à c'était quoi qui était derrière tout ce mouvement-là. Et puis finalement, ben, je suis allé voir. Je suis allé pendant une journée à Ottawa, rendre visite en fait à un ami à Gatineau, puis on est allé du côté d'Ottawa pour voir comment ça se passait. Puis c'était vraiment, genre, comme tu as dit, très, très beau, très festif. C'était vraiment très propre aussi, là. J'étais quand même surpris là, que tout était bien organisé. Tout était propre. Il y avait vraiment une belle organisation derrière ça. Puis l'image de voyous ou d'extrémistes et tout ça qui était colporté par les médias, ben, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu de racisme, j'ai pas vu de xénophobe, j'ai pas vu de rien du tout. Il y avait des drapeaux de toutes les couleurs, là, même arc-en-ciel. Donc, je voyais pas vraiment c'est quoi, où est-ce qu'ils étaient les méchants là, dans le coin à Ottawa. Et puis, ben, c'est ça. Donc, je suis allé en premier lieu juste pour voir, puis je suis retourné la semaine d'après parce que je trouvais que c'était vraiment une belle occasion, justement, ben, de faire valoir nos droits. Et puis, de demander que le gouvernement, en fait, moi, c'est plutôt ça, c'est que le gouvernement, en fait, agisse simplement, ouvre le dialogue, qu'il y a quelque chose qui se passe. N'importe quoi, ça ne me dérange pas, mais, parlez-nous. Ils sont là, ils attendent. Donc, est-ce qu'il y a des représentants qui vont se manifester? Puis là, ben, ça a été tout un jeu politique. D'un côté, les conservateurs qui, c'est sûr, ont voulu se réapproprier le mouvement, l'utiliser de leur côté contre le gouvernement Trudeau. Et puis Trudeau qui n'a pas trouvé mieux que genre de se cacher à son chalet et puis d'insulter les camionneurs. J'ai trouvé que c'était pas de niveau d'un chef d'État, là. Donc ça a été quand même triste. Et puis après ça, bon, ils ont été dégagés par la police. Ça aussi, ça a été tout un événement. J'ai vu ça, j'étais pas là, mais j'ai vu ça par l'écran, là. Ouais. J'ai vu différents feeds live là, ou des streaming en direct. Et puis ça m'a quand même choqué pas mal. Donc oui, je trouve que là, ça nous ramène justement à l'idée qu'on est en Amérique du Nord britannique. Nos institutions sont pas vraiment là pour nous représenter. Et là, c'est le paradoxe avec le fait que justement, ben, il y a des gens, ben, plusieurs, même c'est ça qu'on enseigne parfois, qui nous disent que justement, ben, les rébellions, tout ça, c'est un bel épisode parce que justement, ça nous a amené la démocratie. On a eu la représentativité, enfin un gouvernement responsable. Dans le fond, plusieurs des demandes ont été accordées. Et puis, les revendications, tout ça, finalement, ça s'est bien passé. Mais non, moi, je dis non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ce que les patriotes demandaient, premièrement. Et ça, je m'appuie aussi sur des travaux qui ont été faits par Jonathan Livernois et Yvan Lamonde. Assez récemment, en fait, ils ont écrit un petit livre sur Papineau, sur Louis-Joseph Papineau, Erreur sur la personne, qui discute justement de toute la situation Papineau avant les rébellions et Papineau après, et comment aujourd'hui on a repris le personnage, parce que c'est l'emblème du mouvement patriote, c'est vraiment la personnalité, vraiment au 19e siècle québécoise, là, c'est la personnalité qui revient le plus souvent, là, c'est lui. Donc, on a repris son nom, on a repris le mouvement, puis on l'a dénaturé de certaines façons au fil de l'histoire, selon ben, le but politique, les fins auxquelles les partis politiques voulaient arriver là, en utilisant ce symbole-là. Mais en fait, on n'a peut-être pas compris exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire, puis on n'est pas retourné lire dans les textes, genre ce que lui disait à l'époque. Et c'est là que la première confusion a lieu.
Donc, Nice. c'est ça. Je vais vous lire quelque chose bientôt là-dessus. Super, c'est cool. Tu as vraiment fait un beau lien en fait entre la situation actuelle puis le passé. Fait que je te remercie pour ça. Puis j'ajouterais peut-être, je ne sais pas si tu as vu un petit peu ce qui s'est passé parce que bon, il y a 2 semaines à peu près, là, ils ont avant tout le spin Ukraine et tout ça, aux États-Unis, là, eux autres, ils ont organisé ce qu'ils appellent le People's Convoy, donc le convoi du peuple, basé sur le convoi de la liberté ou le Truckers for Freedom. Puis là-bas, ils sont partis de partout, là, mais il y avait un gros convoi de Californie jusqu'à Washington et tout ça. Puis là, je pense que c'est dans les derniers 2-3 jours, si je ne me trompe pas, il y a comme 48 heures, les représentants, eux, ils ont rencontré des sénateurs américains. Fait que là, eux autres, il y a des sénateurs et c'est-tu Rand Paul, je pense, et là, je n'ai pas assez suivi, là, j'étais comme focusé sur autre chose, mais qui sont dans des pièces avec eux autres, puis eux autres, ils discutent de c'est quoi leur revendication, tout ça. Est-ce que tu as vu ça et est-ce que tu vois dans ça peut-être même un symbole de la République américaine, comment ça peut travailler politiquement versus ce qui s'est passé ici ou selon toi, c'est juste de la poudre aux yeux, peut-être aussi. Je ne sais pas si tu avais une opinion là-dessus rapidement avant qu'on continue. Ce que je peux te dire, c'est que moi aussi, j'ai été un petit peu. Je suis un peu pas au fait exactement de ce qui s'est passé tout récemment. Là. Il faut vraiment que je me remette là-dessus, mais ce que je te dirais, c'est que oui, il y a une grosse différence entre le système américain et le système qu'on connaît ici au Canada et puis c'est sûr les modèles en Europe. Puis je pense que c'est ça, on devrait regarder un petit peu plus en détail, d'une certaine façon, justement comment ça fonctionne, parce que ça va nous donner justement des pistes pour qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et à l'époque des Patriotes, justement, qu'est-ce qui étaient les revendications, là, qu'est-ce qu'ils voulaient changer, parce que justement, Louis-Joseph Papineau, le chef du parti Patriote, c'était vraiment ça qui l'inspirait. Là. Il faisait beaucoup référence à plusieurs reprises dans différents discours à la Révolution américaine et aux institutions américaines. Même que, et ça, des fois, c'est un peu passé de côté, mais Papineau, pour justement différentes raisons, a appuyé un mouvement d'annexion aux États-Unis, donc d'essayer de faire en sorte que justement le Bas-Canada ou le Canada uni, en fait, se joigne à la République américaine, devienne un État dans la République américaine. Et ça, il en a parlé jusqu'à peu près jusqu'à sa mort, dans les années 1860. C'était quand même quelque chose qui l'intéressait. Il trouvait que le modèle américain était toujours meilleur, supérieur en tout point au modèle britannique, même s'il y avait des inspirations nécessairement historiques. Mais il trouvait que justement, les institutions devaient changer dans ce sens-là. Ça devait se transformer. On avait hérité d'un système imposé par la victoire britannique, la conquête et tout ça, mais que ça devait finalement, la marche de l'histoire devait nous mener à avoir des institutions qui ressembleraient beaucoup plus à celles américaines parce que justement, on est sur ce continent-là, on est tellement proche, la proximité. Il y a énormément de Canadiens et Français qui sont allés travailler aux États-Unis aussi. Ouais. Vraiment un exode migratoire là, vers les États-Unis à une certaine époque. Et je me permets de t'interrompre une seconde. Il y a un excellent livre qui s'appelle A Distinct Alien Race, donc une race extraterrestre distincte d'un Franco-américain qui s'appelle David Vermette. Je ne sais pas si tu connais. C'est super cool. Je ne l'ai pas fini encore. Là, je suis en train de le lire. Je lis comme 3-4 livres en même temps, mais j'ai communiqué avec lui et il a dit 50-50. Peut-être qu'il accepterait de faire un court épisode parce que lui, il focus beaucoup là-dessus, sur l'exode des Canadiens français qui s'appelait juste les Canadians dans le temps aux États-Unis, dans le nord-est américain. Fait que si jamais je réussis à l'avoir, je vais peut-être réussir à glisser cet épisode-là dans la série aussi, qui serait juste après, en fait, là, dans la chronologie de la Révolution, parce que c'est dans les années 1840 à 1880-90, si on veut, là, principalement, tout cet exode-là ici. Fait que pour les gens qui s'intéressent à ça, ce livre-là est fascinant. Donc, excuse-moi, je te laisse poursuivre.
Oui, ben, tu m'en avais parlé brièvement la dernière fois, mais c'est ça, je ne connais pas l'auteur. Mais effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup de liens à faire avec ce qui s'est passé au 19e siècle entre Canada et États-Unis, notre proximité, autant en termes de culture, là, ce qui est devenu la culture aujourd'hui, bon, qu'on peut aimer ou pas, mais avec ses bons côtés, il y a des bons et des mauvais côtés, c'est sûr, à tout. Donc, et notre penchant ou le côté plutôt européen et britannique. Et au départ, pareillement, comme en fait les Américains, hein, les 13 colonies, quand on regarde dans les textes, Benjamin Franklin, qui a été vraiment le père des pères fondateurs, si on veut, là, de l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ben vraiment, lui, quand même, jusqu'à un certain moment donné, il était toujours du côté de dire on veut rester dans l'Empire, on veut rester avec la Grande-Bretagne, mais on veut les droits comme des sujets britanniques. On veut avoir tous les droits, on veut être d'égal à égal. Et puis, ça leur c'était empêché, c'était pas donné aux colonies parce que justement, c'était des coloniaux. Donc, ils étaient pas dans la métropole, donc ils étaient pas au même niveau que des sujets britanniques normaux, disons. Et la même chose, les patriotes revendiquaient en fait pas mal les mêmes droits. Et du côté du Bas-Canada et du côté du Haut-Canada, ils disaient, ben, si on est des sujets britanniques, on devrait avoir les mêmes droits et puis on veut être reconnu comme tel. Maintenant, ben, c'est ça, il y avait déjà eu l'évolution de la Révolution américaine. Donc là, ben, ça entraînait justement ben, qu'on ne pouvait pas faire simplement comme avant. Non, il fallait prendre en compte que les institutions avaient changé. Il y avait maintenant un nouvel État qui s'appelait les États-Unis. Et puis, il y avait des nouvelles institutions, disons, plus représentatives, si on veut aussi, on peut dire plus démocratiques. Mais la démocratie, en fait, à cette époque-là, c'était pas un terme qui était vraiment bien vu. C'était pas ça l'idée, en fait, en tête des revendications. C'était pas ça l'idée. C'était pas juste que tout le monde puisse voter. Un peu l'idée qu'on a aujourd'hui là, de la démocratie. Ouais, Tout le monde a ben, le droit de vote. j'allais dire, On c'est décide un de point intéressant. tout. Tu peux-tu élaborer un peu là-dessus parce que je ne pense pas que je t'ai entendu parler de ce point-là. Puis j'aimerais ça vraiment approfondir ta vision du mot démocratie et puis du positif ou négatif. Mhm. Donc, c'est ça, les pères fondateurs américains, eux, c'était pas simplement en termes de démocratie qu'ils se battaient, mais c'était vraiment pour fonder une république. Et puis après ça, d'avoir des institutions, certaines qui soient plus démocratiques, donc qui représentent un peu mieux la masse, le peuple, et puis d'autres qui soient justement ben, vraiment une séparation de pouvoir et puis ce qu'on appelle les checks and balances. Donc, disons, des contrepoids pour être capable justement ben, de voir est-ce que c'est simplement la majorité a décidé, donc on écoute la majorité. Ben, la majorité peut se tromper aussi. Parce que là, ben, justement, je pense qu'il y a un lien à faire avec aujourd'hui avec la force que possèdent nos médias. Ben, justement, si tous les médias disent blanc, ben là, celui qui va dire noir, hein, c'est sûr qu'il est mis de côté puis personne ne l'écoute. Donc, la démocratie, c'est un petit peu ça aussi. On appelait, il y avait le terme de dire la tyrannie de la majorité. Sur les Donc, au lieu minorités. d'être une tyrannie de un tyran qui domine puis qui décide pour tout le monde, ben, l'idée d'un tyran, une tyrannie de la majorité, c'était que ben, c'était une démocratie qui n'est pas menée par des personnes qui recherchent vraiment la vérité. Ben, ça peut être justement simplement des pulsions, des émotions. Puis si tu as quelqu'un qui parle bien, hein, c'est des bons orateurs, eh bien, à ce moment-là, tu peux arriver à faire pencher les gens d'un côté ou de l'autre, mais juste avec des bons mots, pas vraiment avec la raison. C'était ça qui était le danger que voyaient les pères fondateurs américains. Et c'est pour ça qu'ils ont créé justement des contre-pouvoirs, des contrepoids dans leur système pour essayer de faire en sorte qu'il y ait
oui, une partie plus démocratique, représentative du peuple, mais aussi des gens qui soient représentants, disons, qui proviennent de différents milieux, disons. C'est super intéressant ce que tu amènes parce que, puis après ça, je pense qu'on va retourner peut-être un peu avant l'événement des Patriotes, puis comprendre un peu où est-ce qu'on était dans ce temps-là, puis le positionnement historique des choses. Mais je voudrais qu'on prenne encore une minute ou deux là-dessus parce que il y a plein de choses mélangées autour de la question de la démocratie qui sont super intéressantes. Je ne sais pas à quel point tu es à l'aise d'en parler, mais tu sais, juste avec tes opinions et tout, mais parce que présentement, mettons, quand certains gens parlent mettons, du système américain, ils disent que c'est pas assez démocratique, mais ces gens-là, souvent, vont être. Puis là, je fais de la généralisation, mais mettons qu'on parle des combats militantistes, activistes, minorités, souvent associés au progressisme, etc., qui fait très, très canadienne, anglo-canadien, présentement libéral ici, et démocrate aux États-Unis. Ces minorités-là, souvent, vont voir le système américain comme étant fasciste et pas assez et impérialiste, ils vont défendre l'idée que la démocratie devrait être là, mais d'un autre côté, plus tu te fies juste à la démocratie, plus tu donnes du pouvoir à ce que tu viens de dire, la tyrannie de la majorité sur ces mêmes minorités-là. Fait il y a comme un genre de cercle vicieux étrange là-dedans que moi, justement, ça a été long avant que je catch qu'il y a comme d'un coup qui semble ne pas marcher avec la démocratie en tant que telle, parce que si c'est juste la majorité qui décide tout le temps, ben de un, comme tu as dit, elle peut se tromper, mais de deux, même si elle ne se trompe pas, si tu as une vision minoritaire, même si toi, tu as une vision qui n'est pas la bonne nécessairement ou qui peut être moins bonne peut-être que celle de la majorité, ben moi, je considère que tu devrais avoir le droit de pouvoir t'épanouir dans cette vision-là ou peu importe, puis de ne pas être victime de la majorité non plus. Fait que là-dedans, c'est difficile. Puis là, dans tout ça, tu as toute la question culturelle aussi, là, de la majorité historique francophone qu'on parle présentement au Québec versus. Fait qu'écoute, ça devient une infinité de complexité là-dedans un petit peu. Fait que je t'ai comme lancé 3-4 affaires un peu mélangées sans vraiment une question précise, mais ça t'inspire-tu d'autres choses peut-être sur l'idée de la démocratie versus le système américain, ce que je viens de dire? Oui, ben oui, certainement. Il y a plein de choses qui me viennent en tête là, à ce moment-là. On va prendre les routes qui nous sont proposées, donc on va peut-être faire des grands détours, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est quand même une conversation intéressante et importante à avoir. Puis moi, ben, je te donne ce que je sais là. Ouais. Donc, ce qui m'est venu en tête quand tu parlais, c'est que justement, ben là, je t'ai amené la question de la démocratie qui n'était pas nécessairement bien vue à l'époque, quoique. Je vais faire un bémol, poser un bémol là-dessus, dans le sens que à l'époque des Patriotes, OK, dans les années 1830, il y a justement l'arrivée au pouvoir, ben, je pense que c'est plutôt fin des années 20, 28, l'arrivée au pouvoir de Andrew Jackson, Yes. qui va, dans le fond, être vraiment, justement, du côté démocrate, là, un des emblèmes, encore jusqu'à aujourd'hui, là, vraiment un personnage important pour le Parti démocrate. Et juste pour être Ça, précis, là, on parle bien sûr, aux États-Unis. Donc, quand tu dis l'arrivée, c'est à la présidence américaine qui a été ouais, élue du côté du Parti démocrate. exact, c'est ça, oui, exactement, oui, c'est ça. Donc, voilà, le président Andrew Jackson des États-Unis arrive, c'est ça, à la fin des années 20, début des années 30, 1830. Et en fait, ben, lui, il se positionne justement comme étant plutôt populaire, populiste, parce que justement, ben, il s'est battu contre les Britanniques pendant la guerre de 1812. En Nouvelle-Orléans et tout ça, il a été vainqueur, donc il est vu, c'est un homme fort qui a des convictions et tout ça, patriote aussi peut-être de son côté. Mais moi, j'amènerais un bémol parce que justement, il va se passer la plus grave crise économique juste après dans le fond, la sortie du pouvoir du président Jackson, qui va être remplacé par, dans le fond, son ami, là, Martin Van Buren,
qui va être président des États-Unis à l'époque de la rébellion des Patriotes. Donc, la plus grande panique bancaire va avoir lieu à la fin, juste après le départ de Andrew Jackson, pour des raisons qu'Andrew Jackson, en fait, a créées pendant sa présidence, qui était que, justement, ben lui, par exemple, on peut dire qu'il n'a pas été tendre aussi du côté des Autochtones, hein, des Indians à l'époque, là, ce qu'on appelle le Trail of Tears. Dans le sud des États-Unis, c'est sous sa gouverne là, que ça s'est passé. Es-tu capable de le traduire juste pour le fun, pour les gens? Ben, la route des pleurs. Ah, of Tears, c'est ça, des larves? Des larves. OK, Des larves. je pense que je ne connaissais même pas Ouais. le terme un peu. C'est quoi en quelques mots rapidement? Je pense que c'est un événement que je ne connais même pas peut-être. Ouais, ben souvent, hein, on parle aujourd'hui, de nos jours, de toute justement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée européenne en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et tout ça, et puis la conséquence hein, sur les peuples autochtones. Donc, ça, c'est quand même présent à l'esprit, mais justement, de voir qu'est-ce qui s'est passé quand, ben, il y a beaucoup aussi à dire justement de personnes comme démocrates, on va hein, dire, c'est la bannière, c'est le parti, mais des gens comme Andrew Jackson qui ont justement utilisé la force de l'État, du gouvernement américain pour déposséder les différentes nations autochtones dans le sud des États-Unis et puis les pousser justement à aller vivre dans des réserves vers le centre, vraiment les pousser loin de chez eux. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un épisode qui n'est pas glorieux, en fait, pour la nation américaine. Mais c'est ça s'est passé à ce moment-là, au début du 19e siècle. Et Andrew Jackson était un acteur très important là-dedans. C'est super intéressant parce que, tu vois, je connaissais pas cette terminologie-là, ni même tant que ça, cet événement-là, tu sais. Puis, c'est le fun parce qu'en même temps, pour les gens, tu sais, on peut passer à plein de choses en même temps. Tu sais, comme quand on pense aux démocrates, on pense, c'est ça, au côté progressiste, etc., égalitaire, parfait. Mais en même temps, il y a toute la question, justement, de l'esclavage américain, du racisme, du Ku Klux Klan et tout ça. Puis, c'était les républicains qui se battaient contre ça, finalement. C'était pas les démocrates. Fait que c'est ça que les gens, il y a comme eu un flip au temps de John F. Kennedy aussi en même temps là-dedans qui a été super intéressant, dont je parle dans la série aussi, mentalement même, qui fait qu'on a une perception un peu déformée de la réalité historique là-dessus. Fait que je te laisse finir sur ça avec Jackson aussi, puis peut-être le lien, je ne sais pas à quel point tu voulais en parler, mais il y a peut-être le lien financier aussi bancaire là-dedans avec Jackson qui était propice aussi à l'ambiance de l'époque. Là. Exact. Ben, c'est ça. La Grande Panique de 1837, dans le fond, c'est une conséquence pas juste du type d'économie qu'avaient les États-Unis, mais surtout là, de la restructuration que Jackson avait forcée parce que, ben, justement, depuis le début des États-Unis, il y a eu différentes tentatives. Au début, quand les États-Unis accèdent à l'indépendance, dans les années 80, 1780. Je pense que c'est en 83 exactement là, qu'ils signent le traité. Donc, ils sont formés comme une confédération. Donc, c'est des États qui sont souverains et il y a un gouvernement central, mais qui n'est pas très, très fort. Et donc, ça laisse lieu à, ben là, il y a une dette de guerre, d'indépendance, il faut repayer, on est en faillite, ça va pas très bien. Comment est-ce qu'on fait pour organiser ça sans justement déclarer faillite justement et puis dire à nos alliés qu'on va pas les repayer comme la France et ben, il y avait aussi des gens en Angleterre qui avaient aidé, qui avaient soutenu là, les rebelles américains. Donc Jackson à son époque, ben il faut savoir que justement depuis non, attends, je reprends ça. Donc, après la Révolution américaine, il y a la Confédération, mais ça ne dure pas très, très longtemps. Oui, parce que on peut même ramener 2-3 dates importantes parce qu'il y avait, puis j'en ai parlé avec Matt avant toi, mais pour qu'on se rappelle, en 1774, il y a eu l'acte de Québec dont je parle. Puis là, en 1776, c'était la Révolution américaine, c'est la Constitution américaine. Puis là, en 83, c'est quoi qu'il y avait eu, tu disais?
Ben là, la guerre d'indépendance se termine. OK? Donc, de 76 à 83, c'est la guerre. C'est ça. OK? Puis là, on signe le traité de paix avec l'Angleterre et les États-Unis, donc, deviennent un pays reconnu. Maintenant, c'est une confédération, donc c'est les États qui ont le gros bout du bâton, du pouvoir, là, et le gouvernement central, fédéral confédéral est plutôt faible, donc n'a pas vraiment de moyens pour exercer son pouvoir ou pour vraiment tenir l'Union ensemble. Alors, c'est surtout autour de personnages comme genre Benjamin Franklin, George Washington et Alexander Hamilton, Jefferson à l'époque aussi, qui vont se concerter et puis arriver dans le fond à la conclusion qu'il faut refonder le système américain en une fédération où il va y avoir un gouvernement central beaucoup plus fort qui va être capable justement de tenir les rênes puis d'organiser l'ensemble. De ne pas juste laisser les États faire comme ils veulent parce que, éventuellement, l'Empire britannique va reprendre le contrôle. Ils vont jouer justement de la division entre les États pour régner. Hein? Diviser pour régner, c'est ça l'adage de tous les empires. Donc, c'est leur pratique usuelle et les Américains, s'étaient pas battus pour rien pour faire la révolution. Ils voulaient avoir un nouveau système et puis ils voulaient pas simplement retourner sous l'égide de l'Empire britannique après quelques décennies de vaines tentatives là, ou de mauvais systèmes. Donc, autour du cercle de Benjamin Franklin et surtout la personnalité d'Alexander Hamilton, qui va devenir le premier secrétaire au Trésor des États-Unis sous la Fédération, lui, il va créer un système qu'on va appeler le système américain d'économie politique. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, justement, il écrit des documents qu'il va envoyer au Congrès, aux représentants de la population élus, qui va aller dans l'établissement, la définition, dans le fond, et puis l'explication de comment ça devrait être organisé financièrement les États-Unis. Donc, l'idée d'avoir une monnaie unique, l'idée d'avoir du crédit public, l'idée d'avoir une banque nationale et l'idée de créer des manufactures, de développer l'industrie le plus possible pour être justement souverain, non seulement au niveau politique, de dire on est un pays, mais aussi d'avoir les moyens de cette souveraineté-là, d'être vraiment indépendant, d'avoir ce qu'il faut, là, dans le fond, le muscle, là, pas juste un squelette, mais d'être capable d'agir sur cette souveraineté-là. C'est Alexander Hamilton qui vraiment organise tout ça. Donc, il envoie des rapports sur tous ces sujets-là au Congrès américain. Et puis, en général, tout passe à part celui sur les manufactures. Donc, dans les années 1790, si je ne me trompe pas, là, 11, 12, 13, ces rapports-là sont votés. On conclut que c'est des bonnes idées au Congrès américain et puis ça passe. Donc, ça, c'est vraiment la base pour comprendre l'évolution des États-Unis, comment ils ont été capables justement de rattraper toute l'Europe, tout le développement européen en l'espace de 1 siècle, de leur fondation, si on parle de la Fédération en 1791, si je ne me trompe pas, jusqu'à la guerre de sécession. Ça, les États-Unis vraiment avaient rattrapé l'Europe à ce niveau-là dans la révolution industrielle, mais ça prenait justement un système pour le faire et c'est Hamilton qui l'a forgé, l'a créé, en fait, avec l'appui de Franklin, avec l'appui de George Washington. Malheureusement, à l'époque, c'est ça. Jefferson, lui, était pas trop d'accord. Il était plutôt du côté que l'État central ne devait pas trop en faire et de laisser les gens tranquilles dans les champs. Lui, il avait un mode, plutôt une idée agraire de comment la société américaine devait se développer. Donc, il était plutôt réfractaire à toutes les industries et tout ça. En tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, là, mais il y avait vraiment une bataille entre Hamilton et Jefferson. Et finalement, c'est Hamilton qui a gagné.
Et ça fait en sorte que justement, ben, les États-Unis ont pu développer beaucoup de manufactures assez rapidement. Ils se sont développés quand même assez rapidement. Et la Banque nationale, pardon, ça, c'était vraiment l'outil à la base de ça pour être capable de justement ben, avoir du crédit public, hein, une monnaie ou des prêts qui soient envoyés un peu partout dans le pays pour ben, bâtir des routes, des chemins de fer, tout ce qui était nécessaire, des canaux aussi, surtout au départ, des canaux. Donc, aider l'entreprise privée, en fait, avoir un impact sur le développement d'entreprises privées. Mais si tout le monde, hein, si tout le monde avait la responsabilité de maintenir son petit bout de chemin, ben c'est pas aussi efficace que si on fait une grande route puis on décide qu'on met tous un peu d'argent puis on la maintient. Donc là, la route, elle est là, on peut l'emprunter puis c'est pour tous. Donc là, ça, c'était l'idée vraiment de Hamilton. Ben, il faut qu'on mette tous les États au même niveau. Malheureusement, ben là, l'histoire nous montre que Hamilton n'a pas toujours gagné la bataille là, à ce niveau-là. Donc, il y a des décisions qui ont été prises pour renverser ce système-là. Et là, je passe beaucoup d'étapes, mais pour en revenir à Andrew Jackson, lui, en fait, est connu comme le président qui a justement tué la banque. Hein? Et de quelle banque on parle? On parle juste de la pour Banque nationale. faire une parenthèse, c'est ça, je suis super content parce que j'espérais que tu t'ailles jusque-là parce que faut comme comprendre aussi toute la question financière, bancaire internationale dans toute l'histoire parce que là, présentement, c'est le fun parce que si on se replace en 2020 à 2022 avec la pandémie, il y a une immense partie de la population qui se sont mis à faire leurs recherches, comme on dit, puis qu'il y a plein de gens qui ont comme catché toute la manigance, si on veut, des banques privées internationales. Tu sais. Quelque chose que des gens comme toi savent depuis longtemps, mais les gens ne pensaient pas à ça avant. Fait que là, les gens comprennent maintenant, OK, la Fed américaine, c'est privé, les banques centrales des pays, c'est privé. Mais dans ce temps-là, quand ça s'est fait avant l'arrivée de Jackson, il y avait eu quand les États-Unis sont arrivés, puis tu me corriges, hein, parce que moi, je fais juste répéter des trucs dans mes mots à moi, mais si je fais des erreurs, corrige-moi, mais c'était tout nouveau, en fait, l'idée que la banque américaine nationale soit pour les Américains, que ce soit une banque qui va investir elle-même dans son propre pays, mais ils ne se chargent pas des intérêts à eux-mêmes. Tu sais, c'est ça l'affaire. Il y a toute la question des intérêts là-dedans, c'est qu'ils investissent puis dans leur propre développement humain à l'intérieur pour le futur, tu sais, puis à long terme, des choses comme ça. Puis là, je pense que quand lui, Jackson, est arrivé, puis c'est un petit peu là, j'ai l'impression que tu allais, là, lui, il a comme fait un move que finalement, ça l'a comme cassé cette idée-là et les intérêts financiers ont pu se remettre à l'intérieur du système bancaire américain. C'est un peu ça le portrait? Ouais, ben pas mal. Ben, l'idée, c'était que justement, quand Hamilton a amené cette idée-là d'une banque nationale, évidemment, ben, ça n'avait jamais été fait. Donc, l'idée de créer ça dans une nouvelle union fédérale, comme étaient les États-Unis à l'époque, l'idée a passé, mais aussi c'était qu'il y avait une charte, hein, que devait renouveler le Congrès américain. Donc, la Banque nationale, elle se faisait, dans le fond, donner un genre de contrat. Pendant un certain temps, elle avait ce pouvoir-là. OK? Elle pouvait émettre du crédit, mais ça devait être genre ben, passé par le secrétariat au Trésor et le gouvernement. Fallait que ce soit légal, tout ça. Mais la charte pouvait être reprise ou simplement pas renouvelée aussi. Et c'est ce qui s'est passé sous Jackson. Dans le fond, il a décidé de simplement ne pas renouveler la charte de à l'époque, la seconde banque nationale des États-Unis. Parce que justement, ben, il y avait eu une autre période où la banque on lui avait retiré sa charte, mais c'était revenu. Donc, la deuxième banque nationale des États-Unis, sous Jackson, elle perd sa charte, c'est pas renouvelé, et va justement s'en suivre, ben, dans le fond, une création de monnaie au niveau des États. Hein, les banques privées ont décidé qu'ils allaient pouvoir émettre leur propre crédit, leur propre monnaie de change. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui avait vraiment de la valeur? La confiance a vraiment été
secoué à un certain moment donné et ça a créé des paniques, une grosse panique en 1837 où le système a quand même périclité, là. Donc, ça, c'était l'idée de décentralisation le grand champion Andrew Jackson, l'ami du peuple, donc, qui était contre les monopoles des banques et tout ça, de la banque, en cassant le monopole d'une banque nationale qui était, dans le fond, assujettie au gouvernement et en faisant en sorte que, ça soit les banques privées qui reprennent le contrôle. C'est ça. Il a créé une situation où les États-Unis ont vécu la pire crise financière de leur histoire jusqu'à ce moment-là. C'est fascinant au bout. Écoute, malade. Fait que là, écoute, c'est fou là, parce que ça fait longtemps qu'on parle. On n'a pas parlé encore des Patriotes, mais je pense que l'image est tellement importante parce que ça met vraiment les cartes sur table de qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Fait que je pense qu'on va conclure l'épisode après un dernier segment. Fait que j'aimerais ça, peut-être pour ce segment-là, que tu transposes un peu tout ce dont on vient de parler, peut-être au Québec, au Canada, puis voir un peu c'était quoi l'ambiance de l'époque. Donc, tu sais, 1800 à 1830, peut-être même de notre côté de la frontière à nous un petit peu. Puis un peu largement aussi ce qui se passait, parce que je sais que dans ta présentation, tu parlais aussi qu'il y avait un foisonnement assez grand, même à l'international, de révolution. Il y avait comme quelque chose dans l'air, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient à ce moment-là. Fait que peut-être pour terminer notre épisode 1, tu peux-tu nous faire un peu plus le portrait international, puis finalement transposer ça au Québec, puis voir un petit peu vraiment c'est quoi qui a donné la genèse à notre révolution patriotique ici. Oui, OK, certainement. On va regarder ça un instant. J'essaie de revenir. J'avais ouvert ma présentation, celle que j'ai donnée au Rising Tide. Donc, oui, effectivement, là, des fois, j'ai pas une super mémoire. Là. J'essaie de me rappeler le plus possible, mais bon, les dates, des fois, ça part. Mais la Révolution américaine, donc, en 1776, le début. Après ça, ça va faire boule de neige. Donc, après ça, on a la Révolution française, évidemment, qui arrive un petit peu plus tard, hein? Donc 1789. Haïti, des fois on l'oublie, mais Haïti, c'est la deuxième révolution en Amérique et c'est en 1804 que ça se passe. Donc, il y a une révolution et puis ils déclarent l'indépendance vis-à-vis de la France. Après ça, il va y avoir plusieurs indépendances en Amérique latine, en Amérique du Sud, de 1808 à 1833. Là, je faisais un peu... Il se passe tellement de choses, puis il y a des changements de frontières et tout ça au cours de ces années-là. Je vais juste, en résumé, là, dire il y a ce qu'on appelle la Grande Colombie. Donc, vers à peu près les années 1819, c'est ce qu'on nomme maintenant la Colombie, l'Équateur, le Panama, le Venezuela, toute la partie du nord. En fait, il y a le Pérou aussi, la Guyane, l'ouest de la Guyane, et puis le nord-ouest du Brésil, donc qui déclare l'indépendance. Donc, il y a ça qui se passe. En 1811, c'est le Paraguay. En 1816, c'est l'Argentine. 18, le Chili. En 1820, c'est le Mexique. En 1821, encore là, le Pérou et El Salvador. En 1822, le Brésil. En 1825, la Bolivie et l'Uruguay. Donc, il se passe tout ça avant la rébellion des Patriotes. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses qui sont connues d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être pas publicisé, hein? On n'a pas la nouvelle instantanément. Ouais, c'est ça, j'allais dire. On ne pouvait pas le savoir sur son iPhone en 2 secondes, en 3 clics. Là. Puis après ça, jouer une game de whatever Angry Birds. Là, mais tu sais, il y avait ça d'autres prenait quand même quelques mois avant de savoir qu'est-ce qui s'était passé, mais éventuellement, on le savait. Donc, quand même, ça, c'est des choses qui étaient connues à l'époque. Il y avait quand même une certaine effervescence. On voyait là, l'appel à la liberté, les anciennes colonies qui devenaient indépendantes. Donc, ça c'était quand même connu d'une certaine façon. Et puis, ça nous met en contexte que, justement, ce qui s'est passé au Bas-Canada et au Haut-Canada
c'était pas juste dans ça arrivait pas de nulle part. Il y avait quand même un contexte historique qui faisait en sorte qu'on peut comprendre que c'était pas une idée nouvelle que de vouloir l'indépendance. Et là, c'est ça, je juxtaposerais, là, tantôt on parlait de démocratie, ben plutôt moi, je mets l'accent sur la question de l'indépendance, la liberté politique, donc la souveraineté. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça qui est important à comprendre et pas simplement l'enjeu de qui peut voter ou quel système on a politique à l'intérieur des pays, mais qu'on revendique vraiment la liberté, l'indépendance vis-à-vis d'un pouvoir impérial. Right. Exact. Fait que super, ben, c'est très cool. Écoute, fait que mettons un peu la table pour de quoi on va parler ensuite un petit peu, juste avant de conclure peut-être notre épisode présentement. Donc, qui sont les acteurs principaux un peu de cette révolution? Et puis, juste mettons en résumé un peu, qui sont les acteurs principaux et comment ça s'organise? Et qu'est-ce qui brûle, là, si on veut, au Bas-Canada, au Québec? Et juste comme en résumé, peut-être comme en appetizer, en entrée, si on veut. Et puis, peut-être un mot aussi sur, parce que je sais que tu as mentionné qu'il y a eu une certaine rébellion au Canada dans le temps aussi. Fait c'était pas juste ici au Québec que ça brassait un peu également de l'autre côté, du côté anglophile ou plutôt anglo-saxon. Donc, c'est ça. Qui sont les acteurs principaux et qu'est-ce qui bougeait vraiment à ce moment-là, selon toi? Oui. Ben, c'est sûr qu'on pourra rentrer un peu plus en détail là, dans l'organigramme, là, comment ça fonctionnait le système politique là, depuis, comme tu as dit, là, le 1774 avec l'Acte de Québec. C'est quand même une date importante. Mais on peut justement dire il y a l'administration en britannique, donc le gouverneur qui est là, qui est placé là par la couronne britannique à l'époque. C'est lui le représentant donc de l'Empire. C'est lui qui est l'administrateur en chef. Et puis après ça, ben, on a, si je peux donner des noms, là, quand on parle de la rébellion, là, c'est Lord Gosford qui est là. Donc, c'est lui le gouverneur britannique à l'époque. Le roi, à ce moment-là aussi, ça va être, si je ne me trompe pas, c'est William le quatrième. Guillaume 4. Et puis quand tu dis gouverneur, tu sais, c'est. Victoria, en fait, qui arrive au pouvoir aussi à ce moment-là. OK. Oui. Excuse-moi, j'ai parlé par-dessus toi. Excuse-moi, répète ta dernière phrase. Tu disais William le 4? Oui, et Victoria, qui arrive justement au pouvoir en 1837. De l'autre côté de l'Atlantique, right? Et le poste de gouverneur, on parle encore, tu sais, c'est le même poste de gouverneur qu'on connaît aujourd'hui, j'imagine. Donc, c'est comme ce qu'on avait Julie Payette et tout ça, qui est vraiment la représentante ou le représentant de la reine ici en Amérique du Nord britannique, qui, en théorie, c'est ça le vrai pouvoir, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ben, effectivement, oui, c'est ça. On est en Amérique du Nord britannique, donc il y a toujours un système, un organigramme dans lequel on a au niveau fédéral la gouverneure générale ou le gouverneur général. Et aujourd'hui, c'est là. Et on a des lieutenants-gouverneurs au niveau des provinces. Donc, qui sont aussi là. On en parle moins, là, mais ils existent quand même. Donc, on a toujours ça dans l'organigramme politique, si tu veux, des représentants. On a ça. C'est toujours présent. Donc, on peut dire que peut-être qu'ils n'ont pas le même pouvoir que précédemment, qu'auparavant. Mais en fait, ce que normalement, je réponds à ça, c'est pas parce qu'ils ne l'utilisent pas qu'ils ne l'ont pas. Ouais. Parce que dans la loi, effectivement, c'est ça. Si on lit les textes de loi, on peut dire oui, mais les précédents disent que. Exact. Les précédents font que cette personne-là n'utilise pas son pouvoir, même s'il l'a. Mais s'il décidait de le faire, ça créerait un nouveau précédent. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne, notre système britannique.
Super intéressant. Puis je ne sais pas si tu savais, mais on a un autre poste intéressant dans l'organigramme. On n'en parlera pas, mais savais-tu qu'on avait un poste de scientifique en chef du Québec? J'ai appris ça pendant la pandémie, oui. Oui, et ça, c'est un poste du Commonwealth. Donc, ça aussi, c'est un poste britannique. Et dans tous les pays du Commonwealth, ils ont des scientifiques en chef qui relèvent euh, de l'Angleterre. Alors, c'est intéressant aussi, juste à amener comme parenthèse pour les gens qui ne savaient pas. Mais revenons à l'époque. Qui sont les autres acteurs importants, Pascal Chevrier, dans cette révolution des patriotes de 1837 et 1838? Oui, donc les forces en présence, là, on a regardé un peu ceux qui sont à la tête maintenant de l'Empire britannique. Du côté de la politique dans la province, ben, on a différents partis. Donc, on a le parti patriote, comme on a dit précédemment. Parti canadien au début du 19e siècle, qui va devenir le Parti patriote. Beaucoup plus inclusif parce que canadien, comme tu l'as dit, canadien, c'était vraiment le terme pour les francophones à l'époque. Mais Parti patriote, justement, ben, qui unit en fait toutes les personnes, peu importe de quelle origine ethnique ils sont et de quelle langue ils parlent. Donc, ça, c'est le parti de Louis-Joseph Papineau qui va se battre pour justement ben, changer le système politique, amener vraiment une transformation là-dedans, demander plus d'indépendance. Et de l'autre côté, un parti qu'on va appeler le parti des bureaucrates. Donc, plutôt le parti des gens au pouvoir qui sont des amis donc, du gouverneur ou en tout cas qui sont opposés aux revendications de l'autre faction du côté du Parti patriote. Donc, ça, c'est vraiment les deux gros partis là, qui existent, là, qui se combattent au niveau politique. Et dans l'organigramme, ben là, il y a aussi d'autres trucs. Là. Il y a la Chambre d'Assemblée, il y a le Conseil législatif, le Conseil exécutif, le gouverneur. Donc, qui sont vraiment le système avec lequel doivent justement ben, travailler les deux parties. Super. Puis, ce qui va être intéressant aussi, ça va être de voir comment s'imbriquent au travers de tout ça les frères Nelson aussi, qui ont fait une partie prenante de toute cette histoire de révolution-là, avec toute l'affaire de la déclaration potentielle d'indépendance et tout ça du Canada et tout. Fait qu'on va se concentrer là-dessus dans le deuxième épisode, Pascal Chevrier. Merci beaucoup, tout le monde. C'était le podcast Dans le franc des yeux avec la série Le Québec en quarantaine. Premier épisode de 2 avec mon cher collègue Pascal Chevrier ici. Pascal, je te remercie énormément. Écoute, je ne sais pas si as-tu quelque chose, toi, à promouvoir en ligne? As-tu mis des choses sur un blog quelconque ou tu as vraiment juste fait tes recherches pour toi et puis that's it? Non, j'ai rien. Rien Pas de du tout. présence? OK, c'est bon, pas de trouble. Ouais. Ben, tu as une grande présence d'esprit et de caractère, bien sûr, mais je voulais dire pas de présence virtuelle en ligne avec des travaux. Fait qu'écoute, moi, je vais quand même mettre dans les commentaires, bien sûr, ta présentation à la Rising Tide Foundation. Si jamais des gens veulent voir la présentation que tu as faite, c'est en anglais, bien sûr, il faut parler anglais, mais c'est le fun parce que dans ça, tu as toute ta présentation PowerPoint avec des slides et tout ça que tu présentes là-dessus. Fait que c'est super intéressant. Donc, les gens qui ont envie d'aller voir un petit peu plus avec des images et tout ça, quelque chose de plus, mettons, condensé, chronologique, ça peut être une belle référence. Fait que ce sera dans les commentaires. Fait que pour terminer, Pascal Chevrier, je te laisse le mot de la fin. Comme je dis à tout le monde, si jamais tu pouvais regarder la francophonie dans le franc des yeux et puis leur laisser peut-être une dernière impression, dernier commentaire sur ce qu'on vient de discuter ensemble, qu'est-ce qui te vient à l'esprit rapidement, mon cher? Ben justement, de voir que la bataille, en fait, qui a eu lieu au 19e siècle au Bas-Canada, c'était pas une bataille qui était exclusive, mais qui incluait, qui justement voulait rassembler tout le monde, en fait, au niveau des droits et des libertés, de changer complètement le système et pas sur une base simplement de quelle langue on parle ou quelle origine ethnique d'où on vient, mais vraiment un élan là, pour changer le système. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important de se rappeler aujourd'hui parce qu'on vit vraiment une crise encore aujourd'hui, plus simplement dans notre système au Québec, au Canada, mais au niveau international.
Nice. Bon, ben super. Fait que, écoute, sur cette note intéressante, je pense qu'on va commencer avec ça directement dans le prochain épisode. Je te remercie encore une fois, Pascal. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que cet épisode vous a permis de remettre un petit peu en perspective les choses et de voir l'histoire du Québec dans une autre paire d'yeux ou de lunettes, celle de Pascal Chevrier aujourd'hui. Mais ce n'est que la première moitié. On continue le tout très bientôt. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît, pour la série. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, partagez peut-être. Et si vous désirez contribuer, eh bien, vous pouvez regarder dans la description ou les commentaires. Les options sont là. Merci tout le monde. Pascal, je te dis merci beaucoup. Puis on se revoit tout de suite pour le prochain épisode. Salut, Pascal. À tantôt. That's it tout le monde. Alors, système bancaire, politique, international, guerre d'indépendance. Avec cet épisode-là, je pense qu'on comprend tous un petit peu mieux quel était le monde dans lequel s'inscrivaient Papineau et les Patriotes, je crois. Alors, je veux dire un immense merci à Pascal Chevrier pour son temps, son esprit et sa curiosité incroyable, bien sûr. Comme vous avez pu le comprendre, cet invité-là ne va pas arrêter de faire des recherches et de parfaire ses thèses et ses écrits dans le futur. Ce que j'aime, c'est que ça nous a fait un petit peu aussi prendre un recul sur le Québec et pour voir à quel point on n'est pas seul au monde, hein, évidemment, relativiser un peu peut-être notre histoire parce que en tant que population québécoise, dans notre langue, notre culture fermée, pas fermée au sens négatif, mais au sens national, dans le sens qu'on est isolé, veut pas en Amérique du Nord, des fois on a tendance à être très, très centré sur nous. Donc c'est toujours bon, je pense, de prendre un pas de recul pour se dire, hey, c'est vrai, là, nous autres, on est un petit morceau dans l'univers plus large, puis on n'était pas les seuls là, qui avaient le goût d'indépendance au monde là, dans les dernières décennies ou dans les derniers siècles. Là, c'est quand même important. Mais d'un autre côté, ça peut nous permettre aussi de comprendre l'importance majeure que cet événement-là a eu parce qu'il s'inscrivait vraiment dans un mouvement international de conscience collective des nations qui voulaient s'émanciper et tenir tête au pouvoir et qu'on a des gens ici au Québec qui ont eu le guts, le courage de vouloir se joindre à cette expansion-là globale aussi en quête d'autonomie politique et du territoire, ben, ça veut dire que justement, on n'est pas fermé au sens négatif, mais qu'on a le désir de s'émanciper et de s'ouvrir sur le monde. Donc, il y a toujours deux façons de le voir. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dans les commentaires, dans la description, il y a des options pour contribution, PayPal, par courriel, Interac, virement Interac. Si vous faites un virement Interac, que la réponse soit franc, F-R-A-N-C, s'il vous plaît, ce serait la seule réponse à fournir. Et si j'arrive à avoir jusqu'à 500 $, je vais donner ça au complet à mes invités. Et s'il y en a plus, je garderai la différence pour mon travail là-dessus. Donc, merci à ceux qui vont choisir de faire un don volontaire. Sinon, tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer avec M. Chevrier sur la rébellion des Patriotes, partie numéro 2. Regardez-vous dans le franc des yeux, tout le monde, dans le miroir cette semaine et demandez-vous si vous êtes la meilleure personne, peut-être la meilleure version de vous-même. Ça pourrait être une bonne chose. Si tu n'es pas sûr à 100%, à 1000%, prends action. Fais quelque chose, n'importe quoi. C'est ça que je dis. Change-toi, change le monde. Ciao.